quelque part sous la surface de l'océan Pacifique, en ce moment précis, un sous-marin de 170 mètres se déplace en silence absolu. Son équipage de 155 hommes n'a pas vu la lumière du jour depuis 6 semaines. À son bord, 24 missiles balistiques intercontinentaux. Chaque missile capable d'atteindre n'importe quelle ville du monde en moins de 30 minutes. Chaque ogive, plusieurs fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Personne ne sait exactement où il est. C'est précisément le but. L'histoire des sous-marins est l'histoire de l'humanité qui a appris à disparaître sous l'eau. D'abord par curiosité, ensuite par nécessité militaire, et finalement pour construire les armes les plus terrifiantes que la civilisation ait jamais produites. Entre le premier niveau et le dernier, il y a un gouffre technologique, financier et moral que peu de gens mesurent vraiment. Voici les 7 niveaux. Niveau 1, les mini-sous-marins personnels et touristiques. Commençons par quelque chose d'inattendu. Vous pouvez acheter un sous-marin, pas un jouet, pas une métaphore. Un vrai submersible personnel, homologué, capable de descendre à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, que vous pouvez commander sur catalogue auprès de constructeurs spécialisés comme U-Boat Works aux Pays-Bas, Triton Submarine en Floride ou Deep Flight en Californie. Le U-Boat Works Sequester 3 mesure moins de 4 mètres, accueille 3 personnes, descend à 100 mètres. Coût environ 600 000 €. Le Deep Flight Super Falcon ressemble davantage à un avion de chasse sous-marin qu'à un engin nautique. Ses ailes hydrodynamiques lui permettent de voler dans l'eau à la façon dont un faucon évolue dans l'air. Richard Branson en possède un. Il l'a décrit comme l'expérience la plus proche du vol libre qu'il ait jamais vécu, et cet homme a fait des choses que la plupart des humains ne feront jamais. Ces submersibles personnels n'ont qu'une seule vocation, permettre à ceux qui peuvent se les offrir de descendre dans un monde que l'argent, jusqu'à récemment, ne pouvait pas acheter. Les récifs coralliens à 80 mètres de profondeur, là où la lumière du soleil se transforme en quelque chose d'entre le bleu et le noir. Les épaves que les plongeurs autonomes ne peuvent pas atteindre. Les fonds marins privés, littéralement, au sens où personne d'autre n'est là pour les partager avec vous. Mais il y a un autre usage de ce niveau qui mérite attention, le tourisme sous-marin de luxe. Des opérateurs comme Five Deeps Expeditions ou OceanGate. Avant la catastrophe de 2023 qui a rappelé brutalement limite physique de ce domaine, proposait ou propose des expériences d'immersion dans des zones normalement inaccessibles. L'OceanGate Titan, submersible touristique, qui a imploré en juin 2023 lors d'une plongée vers l'épave du Titanic à 3800 mètres de profondeur, a coûté la vie à ses 5 occupants et a rappelé à l'ensemble de l'industrie une vérité que les ingénieurs navals connaissent depuis toujours. L'océan profond ne tolère pas les compromis d'ingénierie. L'implosion s'est produite en une fraction de seconde. Aucune douleur, aucun avertissement, juste la pression de 380 atmosphères qui a comprimé l'espace habitable en un volume nul, dans un délai que le cerveau humain ne peut pas percevoir. Cette tragédie a renforcé ce que les constructeurs sérieux du secteur disent depuis des années. Descendre sous l'eau n'est pas une question de budget, c'est une question de physique et d'ingénierie certifiée. Coût d'entrée pour ce niveau. Entre 100 000 € pour un submersible d'occasion à faible profondeur et 5 millions pour un Triton 3300 capable de descendre à 1000 mètres avec 3 passagers dans un confort que ses concepteurs comparent à celui d'un avion privé léger. Équipage ou opérateur 1 à 3 personnes. Pays utilisateur, partout où des ultra-riches possèdent des méga-yachts et commandent souvent ces submersibles comme tendés sous-marins. Ce premier niveau est fascinant, mais il ne prépare pas vraiment à ce qui vient. Niveau 2, les sous-marins scientifiques et d'exploration. Si le niveau 1 permet de regarder l'océan, le niveau 2 permet de le comprendre. Les sous-marins d'exploration scientifique sont parmi les engins les plus sophistiqués technologiquement jamais construits, et parmi les moins connus du grand public. Ils opèrent dans des environnements que la technologie spatiale, avec tous ses budgets et toutes ses avancées, ne peut pas encore atteindre. Le fond de l'océan Pacifique, dans la fosse des Mariannes, est à 11 000 mètres de profondeur. La pression à cette profondeur est 1100 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. La température avoisine 1 à 4 degrés Celsius. La noirceur est absolue. Et pourtant, des formes de vie survivent, et certains sous-marins y descendent pour les étudier. L'Alvin est probablement le submersible scientifique le plus célèbre de l'histoire. Construit en 1964 pour la Woods Hole Oceanographic Institution. Profondeur maximale actuelle, après plusieurs reconstructions, 6500 mètres. Il est opéré par la marine américaine pour le compte de la communauté scientifique mondiale. En 1966, l'Alvin a localisé et aidé à récupérer une bombe à hydrogène américaine perdue au large des côtes espagnoles après la collision de 2 avions militaires. En 1977, il a été le premier engin habité à observer des sources hydrothermales à 2500 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Une
Découverte qui a fondamentalement changé notre compréhension de la vie sur Terre en prouvant que des écosystèmes complets pouvaient exister sans lumière solaire. Et en 1986, l'Alvin a permis la première exploration détaillée de l'épave du Titanic. Le Nautilus français, opéré par l'Ifremer, descend à 6000 mètres. Le Shinkai, 6500 japonais, à 6500 mètres. Le Jiaolong chinois, à 7000 mètres. Ces engins coûtent entre 20 et 100 millions de dollars à construire et plusieurs millions par an à opérer. Leur équipage est de 2 à 3 personnes. Leur mission, cartographier, prélever, analyser, comprendre un monde qui couvre 71% de la surface de la Terre et dont nous avons exploré moins de 20%. Le Full Ocean Depth Lander DSV Limiting Factor, construit par Triton pour l'expédition 5 Deeps de Victor Vescovo, est le seul sous-marin habité au monde certifié pour atteindre le point le plus profond de chacun des 5 océans. En 2019, Vescovo a atteint 10 927 mètres dans la fosse des Mariannes, un record du monde pour la plongée habitée. Ce qu'il y a trouvé au fond de l'endroit le plus profond sur Terre. Des sacs plastiques et des emballages alimentaires contaminés par des microplastiques. La pollution humaine a précédé l'explorateur jusqu'au point le plus inaccessible de la planète. Coût total de l'expédition 5 Deeps. Environ 48 millions de dollars. Ce n'est plus de l'exploration de loisirs. C'est de la science privée financée à des niveaux que les budgets gouvernementaux ont du mal à atteindre. Et cette réalité que la frontière entre exploration scientifique et investissement privé se brouille de plus en plus, annonce une transformation profonde de qui décide ce qu'on explore et pourquoi. Mais ces 2 premiers niveaux, aussi impressionnants soient-ils, sont des engins de curiosité. Les 5 niveaux qui suivent sont des engins de guerre, et la différence de nature est totale. Niveau 3. Les sous-marins militaires côtiers diesel électriques. Le monde change complètement ici. Parce qu'un sous-marin militaire, même de la catégorie la plus modeste, est un engin dont l'existence entière est organisée autour d'une mission unique. Tuer des navires ennemis et survivre assez longtemps pour recommencer. Les sous-marins diesel électriques côtiers sont la colonne vertébrale des flottes sous-marines de la majorité des marines militaires mondiales. Ils ne sont pas les plus grands, ils ne sont pas les plus rapides, ils ne peuvent pas rester immergés indéfiniment. Mais ils possèdent une qualité qui les rend redoutables au-delà de toutes. Logique de comparaison dimensionnelle, ils sont presque impossibles à détecter dans leur environnement opérationnel naturel. Un sous-marin diesel électrique moderne, en mode purement électrique avec ses batteries chargées, produit moins de bruit qu'un dauphin qui nage. Les meilleurs d'entre eux, les classes 212 allemands, les Soryu japonais, les Gotland suédois, ont des signatures acoustiques si basses qu'ils ont, lors d'exercices navals avec des alliés, coulé des porte-avions américains dont les systèmes de détection les plus avancés n'avaient pas réussi à les localiser avant qu'il soit trop tard. En 2005, lors d'un exercice naval en Méditerranée, un sous-marin suédois de classe Gotland a coulé le USS Ronald Reagan, l'un des porte-avions les plus modernes et les mieux protégés de la marine américaine, en se glissant à travers l'ensemble du dispositif d'escorte sans être détecté. La marine américaine a été si impressionnée qu'elle a immédiatement loué le sous-marin suédois et son équipage pour 2 ans d'entraînement. Les sous-marins diesel électriques modernes mesurent de 40 à 80 mètres, équipage de 20 à 50 personnes, coût unitaire entre 300 millions et 5 milliards d'euros selon les systèmes et les pays. Autonomie en immersion, de quelques jours, pour les moins avancés à plusieurs semaines, pour ceux équipés de systèmes AIP, Air Independent Propulsion, qui permettent de générer de l'électricité sans avoir besoin de remonter en surface pour faire fonctionner les moteurs diesel. Pays utilisateurs. Pratiquement tous les pays qui ont une marine militaire sérieuse. L'Allemagne avec ses types 212A, le Japon avec ses Soryu et leurs successeurs Taiji, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, l'Inde avec ses Skorpen français, le Pakistan, l'Iran avec ses kilos russes, la Corée du Nord avec sa flotte de sous-marins côtiers, dont certains ont été impliqués dans des incidents diplomatiques graves, notamment le torpillage de la corvette sud-coréenne Cheonan en 2010, qui a tué 46 marins. Ce dernier exemple illustre ce qui rend le niveau 3 si politiquement et stratégiquement important. Un pays qui ne peut pas se permettre les niveaux supérieurs peut néanmoins, avec quelques sous-marins diesel électriques bien opérés, constituer une menace existentielle pour n'importe quelle marine régionale. L'asymétrie de la guerre sous-marine est son trait le plus caractéristique. Un sous-marin qui coûte 500 millions peut neutraliser un porte-avions qui en vaut 15 milliards. Niveau 4. Les sous-marins d'attaque modernes conventionnels avancés. Si le niveau 3 est redoutable, le niveau 4 est dans une autre dimension de sophistication. Ici, on entre dans le domaine des sous-marins qui ne naviguent plus seulement dans les eaux côtières, mais qui peuvent opérer dans n'importe quel océan du monde pendant des semaines, en silence absolu, et frapper des cibles à des centaines de kilomètres de leur position avec une précision chirurgicale.
le Shortfin Barracuda australien, future classe attaque dans la marine australienne, avant que le programme soit annulé et remplacé par les sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du partenariat AUKUS, représentait la limite, supérieure de ce que la technologie diesel électrique peut accomplir. 97 mètres. 1700 tonnes. Propulsion hybride. Système de combat entièrement numérisé. Missile de croisière à longue portée. Torpille lourde. Coût unitaire estimé. 5 milliards de dollars australiens, soit environ 3 milliards d'euros. L'annulation du contrat avec la France, au profit d'un accord nucléaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni, a provoqué la plus grave crise diplomatique entre Paris et Washington depuis des décennies. Mais l'exemple le plus parlant de ce niveau est peut-être le Type 212CD germano-norvégien actuellement en développement. Ce sous-marin est conçu dès l'origine pour opérer dans les conditions extrêmes de la mer du Nord et de l'Arctique. Des eaux froides, peu profondes, avec des fonds marins complexes. Des conditions où les systèmes de détection conventionnels sont particulièrement efficaces. Dans cet environnement difficile, le type 212CD doit rester indétectable. C'est un défi d'ingénierie qui pousse les limites de ce que la physique permet à la propulsion conventionnelle d'accomplir. Coût de ce niveau, entre 1 et 5 milliards d'euros par unité selon la sophistication. Équipage, 25 à 65 personnes. Armement, torpille lourde DM2A4, missiles de croisière, mine navale. Système électronique, sonars actifs et passifs, système de guerre électronique, liaison de données sécurisée avec les commandements terrestres et les forces aériennes. Ce qui change fondamentalement au niveau 4, c'est la durée d'autonomie et la portée géographique. Un sous-marin de ce niveau peut quitter sa base, traverser un océan en immersion, opérer pendant plusieurs semaines dans une zone cible à des milliers de kilomètres et rentrer sans avoir eu besoin de refaire surface de façon significative. Il peut emporter des missiles de croisière capables de frapper des cibles terrestres à 1500 km. Il est, en termes de capacité de projection de puissance, une arme stratégique dans un corps de taille intermédiaire. C'est ici que la philosophie sous-marine commence à basculer. Les niveaux 1 à 3 sont des outils défensifs ou régionaux. À partir du niveau 4, un sous-marin devient un instrument de puissance projectable à l'échelle d'un théâtre d'opération entier. Et les niveaux 5, 6 et 7 vont beaucoup plus loin. Niveau 5, les sous-marins nucléaires d'attaque. Et maintenant, tout change. La propulsion nucléaire transforme fondamentalement ce qu'un sous-marin peut être. Pas graduellement, pas marginalement, fondamentalement. Un sous-marin diesel électrique, aussi sophistiqué soit-il, dépend de ses batteries. Ces batteries se vident. L'équipage doit faire remonter l'engin à profondeur périscopique pour faire fonctionner les diesels et les recharger. Cette contrainte, quelques heures toutes les 24 à 72 heures selon les systèmes, est la fenêtre pendant laquelle il est détectable, la fenêtre pendant laquelle il est vulnérable. Un sous-marin à propulsion nucléaire n'a pas cette contrainte. Il peut rester en immersion aussi longtemps que ses vivres le permettent et ses vivres durent des mois. Sa seule limite opérationnelle est humaine, pas technique. L'équipage doit rentrer. Le réacteur, lui, pourrait continuer pendant 20 ans sans rechargement. Le USS Nautilus, premier sous-marin à propulsion nucléaire au monde, a changé l'histoire navale le 17 janvier 1955 quand son commandant a envoyé ce message à Washington: Underway on Nuclear Power, en transit sous l'eau, avec de l'énergie nucléaire. Pour la première fois dans l'histoire, un sous-marin pouvait théoriquement naviguer indéfiniment, sans contrainte énergétique. En 1958, le Nautilus a accompli quelque chose qu'aucun navire n'avait fait. Traverser le pôle Nord en immersion. Une traversée de 1400 miles sous la banquise arctique, sans jamais remonter. Les sous-marins nucléaires d'attaque modernes, SSN dans la nomenclature OTAN, représentent le sommet de la technologie de combat sous-marin non stratégique. Le USS Seawolf américain mesure 107 mètres, déplace 9137 tonnes en immersion, peut atteindre 35 nœuds sous l'eau, plonge à plus de 600 mètres de profondeur et emporte 50 armes, torpilles lourdes et missiles de croisière Tomahawk. Son coût unitaire, 5 milliards de dollars. La classe Seawolf, initialement prévue à 29 unités, a été réduite à 3 après la fin de la guerre froide. Trop cher même pour la marine américaine. Son successeur, la classe Virginia, est conçue pour être moins coûteuse. 4 milliards par unité tout de même, tout en intégrant des technologies de furtivité acoustique qui, selon la marine américaine, le rendent plus silencieux en opération que le Seawolf. La classe Virginia Block V, actuellement en construction, peut emporter 65 missiles Tomahawk dans des tubes de lancement vertical ajoutés à la section centrale de la coque. Un seul sous-marin, 65 missiles de croisière. Chaque missile capable d'atteindre une cible à 1700 km avec une précision inférieure au mètre. Les Britanniques opèrent la classe Astute. 7 unités prévues, 5 en service. 97 mètres.
7400 tonnes en immersion. Réacteur Rolls-Royce P2R2. Les Français opèrent la classe Rubis, dont les successeurs de classe Suffren entrent en service, avec un réacteur K-15 dérivé de la propulsion nucléaire navale française. Les Russes opèrent les classes Akula, Chouka-B et Yasen, ce dernier étant probablement le sous-marin d'attaque le plus avancé que la Russie ait jamais construit, avec des capacités de furtivité qui ont surpris les analystes occidentaux lors de ses premières patrouilles documentées. La Chine a développé et déploie ses Type 093 Chang et les successeurs Type 095. Son programme SSN est en expansion rapide. Des estimations récentes suggèrent que la marine chinoise pourrait opérer plus de 15 sous-marins nucléaires d'attaque d'ici 2030, ce qui rend le niveau 5 stratégiquement central dans la géopolitique contemporaine. Un SSN peut escorter un groupe de porte-avions adverses pendant des semaines sans être détecté, en collectant des renseignements. Il peut préparer le terrain pour des frappes de missiles de croisière contre des infrastructures critiques. Il peut neutraliser des sous-marins adverses. Il peut protéger les sous-marins de niveau 6 que nous allons décrire maintenant, ceux qui transportent les armes les plus dévastatrices jamais construites. Coût d'une flotte de SSN, entre 20 et 100 milliards de dollars pour les programmes complets des grandes puissances. Équipage, 100 à 140 personnes. Durée de vie opérationnelle, 25 à 33 ans. Ce sont des investissements générationnels. Des décisions qu'un gouvernement prend aujourd'hui et qui définiront les capacités stratégiques du pays en 2050. Niveau 6. Les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Si le niveau 5 est le chasseur, le niveau 6 est le gardien de la fin du monde. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNEL dans la nomenclature française, SSBN en anglais, sont la composante la plus stable, la plus discrète et probablement la plus importante de la dissuasion nucléaire mondiale. Ils sont la raison pour laquelle une guerre nucléaire entre grandes puissances ne s'est pas produite depuis 1945. Non pas parce que les dirigeants sont nécessairement raisonnables, mais parce que les SNEL rendent la victoire nucléaire logiquement impossible. Voici pourquoi. Un SNEL est invisible. Sa position exacte est inconnue des adversaires et dans la plupart des marines, seul un cercle très restreint d'officiers de commandement sait approximativement où il se trouve à un moment donné. Il peut rester en patrouille pendant 60 à 90 jours consécutifs sans être détecté. Et pendant tout ce temps, il transporte des missiles balistiques intercontinentaux coiffés d'ogives thermonucléaires pointés vers des cibles prédéterminées sur plusieurs continents. Si un adversaire décide de lancer une frappe nucléaire préemptive, il peut théoriquement neutraliser les silos terrestres d'ICBMs, les bases aériennes, les centres de commandement. Mais il ne peut pas neutraliser ce qu'il ne peut pas trouver. Les SNEL survivent à la première frappe. Et après la première frappe, ils frappent en retour. Cette certitude, la certitude de la destruction mutuelle assurée, est ce qui a maintenu la paix entre puissances nucléaires depuis 7 décennies. Non par bonté d'âme, par calcul froid. La classe Ohio américaine est la colonne vertébrale de la composante sous-marine de la triade nucléaire des États-Unis. 18 sous-marins construits entre 1976 et 1997. 4 ont été convertis en sous-marins lance-missiles de croisière conventionnels après le traité START. 14 restent des SNEL opérationnels. Longueur, 170,7 mètres. Déplacement en immersion, 18 750 tonnes. Équipage, 155 personnes divisées en 2 équipages alternants, l'équipage bleu et l'équipage or, pour maintenir le sous-marin en patrouille le maximum de queue d'une heure. Tant possible. Chaque Ohio emporte 24 missiles balistiques Trident 2 D5. Le Trident 2 D5 est probablement le missile le plus précis et le plus fiable jamais construit pour un usage nucléaire. Portée, plus de 12 000 km. Il peut emporter jusqu'à 8 ogives thermonucléaires indépendantes en mode MIRV. Chaque ogive guidée vers une cible, distincte après la séparation en vol. Précision circulaire probable, environ 90 mètres, à 12 000 km de distance. Une ogive thermonucléaire d'une puissance de 100 à 475 kilotonnes qui tombe à 90 mètres de sa cible, c'est une précision qui rend le concept de bunker résistant aux frappes nucléaires essentiellement théorique. Coût d'un Ohio. Environ 5 milliards de dollars à la construction. Coût du programme Trident 2. Plus de 40 milliards de dollars sur sa durée de vie. La marine américaine maintient en permanence entre 8 et 10 de ses sous-marins en patrouille simultanée. Des engins qui se déplacent silencieusement dans les profondeurs du Pacifique, de l'Atlantique, de l'Arctique. Présents, indétectables. Armés. Le successeur de l'Ohio, la classe Columbia, est actuellement en construction. Premier sous-marin prévu pour 2031. Programme total de 12 unités. Coût estimé du programme complet. 347 milliards de dollars. C'est le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. La Russie opère la classe Borei. 4 en service, plusieurs en construction. 170 mètres. 24 000 tonnes en immersion. 107 membres d'équipage. 16 missiles balistiques Bulava par sous-marin. Le Bulava
RSM-56, dans la nomenclature russe, a connu un développement chaotique avec de nombreux échecs lors des tests dans les années 2000. Les ingénieurs qui avaient développé les missiles soviétiques de la génération précédente ont refusé de participer au programme, estimant l'approche choisie techniquement incorrecte. Ils avaient partiellement raison, les premiers tests ont été catastrophiques, mais le Bulava est aujourd'hui opérationnel. Portée 8000 km. Ogive Mir. Manœuvrabilité en phase terminale pour compliquer l'interception. La France opère la Force Océanique Stratégique, FOST, avec 4 SNEL de classe Le Triomphant. Un est en patrouille permanente, tout moment, depuis 1972, sans interruption. Depuis plus de 50 ans, il y a toujours un sous-marin nucléaire français, quelque part dans l'océan, armé, prêt, en attente d'ordres qui n'arrivent pas, et dont tout le monde espère qu'ils n'arriveront jamais. Le Royaume-Uni opère 4 Vanguard en cours de remplacement par la classe Dreadnought. La Chine développe sa classe Jin, et son successeur, la classe Tang, dont les capacités exactes sont classifiées, mais dont les dimensions et l'activité de patrouille documentée suggèrent une montée en puissance rapide de la composante sous-marine nucléaire chinoise. Chaque SNEL en patrouille représente la même chose fondamentalement, une promesse non formulée à voix haute, mais comprise par tous les États nucléaires. Frappez-nous, et quelque chose de comparable vous arrivera. Cette promesse n'a jamais eu besoin d'être énoncée explicitement. Elle existe dans la réalité physique de sous-marins qui se déplacent silencieusement en ce moment même sous des océans que vous ne pouvez pas surveiller entièrement. Niveau 7. Les sous-marins de l'apocalypse. Il y a des constructions humaines dont l'existence même redéfinit le sens du mot puissance. La pyramide de Gizeh, la bombe atomique, le réseau Internet. Ces artefacts ne sont pas simplement plus grands ou plus efficaces que ce qui les a précédés. Ils représentent un changement de catégorie ontologique. Un avant et un après. Le Typhoon soviétique, classe Akula en russe, désigné Typhoon par l'OTAN, est l'un de ces artefacts. Construit entre 1976 et 1989 dans le chantier naval de Severodvinsk sur la mer Blanche. 6 unités construites, la plus grande classe de sous-marins jamais construite. Chaque unité mesure 175 mètres de longueur et 23 mètres de largeur. Pour donner une comparaison visuelle, le Titanic mesurait 269 mètres. Un Typhoon est plus large qu'un immeuble de 6 étages couché sur le côté. Son déplacement en immersion, 48 000 tonnes, soit 2 fois et demi celui d'un destroyer moderne. Équipage, 160 personnes. Sa conception est unique dans l'histoire de la construction navale militaire. Au lieu d'une seule pression hull centrale, le Typhoon est construit autour de 2 coques de pression parallèle de 7,2 mètres de diamètre chacune, entourées d'une coque externe. Entre les coques internes, dans des espaces pressurisés séparés, se trouvent les systèmes propulsifs, les torpilles et les 20 tubes de lancement de missiles balistiques qui font sa raison d'être. Cette architecture complexe a plusieurs avantages. Une survivabilité accrue aux dommages de combat, un isolement acoustique exceptionnel entre les différentes parties du navire et la capacité de récupérer de dommages qui couleraient n'importe quel autre sous-marin. Mais ce qui rend le Typhoon véritablement à part dans l'histoire militaire, c'est ce qu'il emporte. 20 missiles balistiques R-39 Rift. Chaque missile mesure 16 mètres de hauteur et pèse 90 tonnes, le missile balistique le plus lourd jamais embarqué sur un sous-marin. Chaque R-39 emporte 10 ogives thermonucléaires MIRV d'une puissance de 100 kilotonnes chacune. 20 missiles, 10 ogives chacun, 200 ogives nucléaires sur un seul sous-marin. Chaque ogive 7 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Un Typhoon seul, s'il tirait l'intégralité de sa charge, pourrait détruire 200 villes. 200. La France entière compte un peu plus de 36 000 communes, dont quelques centaines de villes de taille significative. Un Typhoon seul pourrait effacer la quasi-totalité des centres urbains d'une nation de taille moyenne.